Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio. Il existe un monde dans lequel il n'y a pas de crise climatique, pas de crise des matériaux, où il fait toujours beau, où la gravité n'est pas un sujet. Ce monde, c'est le métaverse. Vraiment, est-ce sérieux? Que va-t-on y faire? Est-ce autre chose qu'un grand jeu vidéo? Est-ce un caprice de millionnaire? Y a-t-il des professionnels qui s'y intéressent? Même si tout est virtuel, il y aurait un marché de l'immobilier très dynamique. Des célébrités s'arrachent des propriétés à grands coups de NFT. Des avatars anonymes y font spéculer leurs crypto-monnaies et, nous l'entendrons, des architectes y ont déjà créé des bâtiments spectaculaires. Alors, est-ce que le métaverse est le nouvel Eldorado de l'architecture? Pour en débattre, Claire Pétetin, architecte, enseignant-chercheur, spécialiste des architectures prospectives. Pascal Simoens, architecte et enseignant-chercheur également, spécialiste des data et des réseaux sociaux dans l'architecture. Bonjour et bienvenue dans Prisme. Au sommaire de cette émission, nous commencerons par la carte blanche dédiée au philosophe Tom Benoît. Bonjour. Bonjour Olivier. Nous écouterons ensuite une agence d'architecture qui est spécialisée dans l'architecture dans le métaverse. Et nous retrouverons bien sûr la chronique de David Trottin. Bonjour David. Bonjour. Et comme chaque mois, nous terminerons l'émission avec l'agenda des événements et des lectures à ne pas manquer avec Dominique Boré. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Pascal Simoens, vous êtes architecte, responsable R&D et enseignant-chercheur à la faculté d'architecture et d'urbanisme de l'université de Mons, en Belgique, en charge de l'atelier données, territoire et architecture paramétrique, ainsi que ville intelligente et gestion des données. Et vous présenterez une thèse d'ici la fin de l'année 2022 sur les datas psychogéographiques. Comment utiliser les réseaux sociaux pour mieux comprendre les intentions des acteurs du projet urbain et architectural. Alors vous écrivez des articles très pédagogiques sur cet univers sur le site internet Numeric Landscape. Bonjour Pascal. Bonjour à vous. Donc vous êtes en duplex en direct de Bruxelles. Tant bien que mal, oui, on essaye en tout cas. Voilà. Claire Pétetin, vous êtes architecte et docteur en architecture, enseignant, chercheur au laboratoire de recherche LEAV à l'école d'architecture de Versailles. En 1998, vous avez fondé Time Zone avec l'architecte Philippe Grégoire, une agence dédiée à la prospective architecturale et urbaine, dont vos travaux ont été exposés notamment à Archilab en 2000. Moi, je m'en souviens très bien. C'était vos premières rencontres avec ces mondes qu'on n'appelait pas encore métaverse. Depuis 2014, vous dirigez l'atelier Social Machine, dans lequel les étudiants sont amenés à inventer des nouvelles interfaces de conception numérique interactive. Bonjour Claire Pétetin. Bonjour, bonjour à vous. Donc vous êtes aussi en duplex, mais depuis Bordeaux. Oui, voilà, c'est un peu plus beau. Très bien, décidément, nous ne sommes pas loin des métaverses. Hein. Parfait, merci. Et je voudrais commencer tout de suite par la carte blanche de Tom Benoît. Bonjour Tom Benoît, vous êtes philosophe, écrivain et essayiste basé à Marseille. Vous êtes auteur d'un livre à paraître, Aphorisme pour une incitation à construire, préfacé par Rudy Ricciotti, et vous concevez l'émission Philoscopie sur TV5 Monde. TV5 Monde, voilà. Philoscopie. Donc le prochain numéro est avec Jean Nouvel. Absolument. Et les métaverses, c'est d'ailleurs l'un de vos sujets de prédilection. On va faire un numéro sur le métaverse, nous consacrons un numéro sur le métaverse, ce sera le pilote de Philoscopie. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est carte blanche. Alors en préambule, je voudrais apporter ma définition du métaverse, une définition générique de ce diable ou de ce rêve que l'on appelle métaverse et dont aussitôt le nom jeté au détour d'une réunion, d'un déjeuner, sur un plateau de télévision, sur un plateau de radio, l'on aime à conclure qu'il sera question d'innovation, d'avenir, d'argent, d'aller-retour et de prochains sourires, etc., etc. Le progrès et la catastrophe sont l'envers et le revers d'une même pièce, nous disait Hannah Arendt. Le métaverse n'est rien de pire et rien de plus que notre numérique. Une version du numérique ne nécessitant plus la présence de l'écran et permettant de ressentir, de sentir, de toucher et pas simplement de voir et de croire. Dans le métaverse, l'observation devient conviction, la représentation devient volonté, ou tout au moins, elle feint de l'être. Je le disais au JT de LCP il y a quelques semaines, depuis le premier sommet métaverse du monde qui se déroulait à Monaco en avril dernier, le métaverse est constitué comme chaque entité d'un corps structurant et d'un corps énergétique.
L'hologramme est le corps du métaverse, les crypto-monnaies en sont le segment énergétique. Dans tout champ, tout microcosme, chaque milieu, il y a un corps et il y a de l'énergie. Dans l'industrie, dans le cinéma, dans les histoires d'amour, dans l'économie, plus qu'ailleurs, et dans le métaverse également. Seulement, comprenez qu'une monnaie n'est rien de plus qu'une réserve d'énergie, que le système monétaire puise son énergie des mouvements que l'humain déploie sur Terre en travaillant, en échangeant, et que dans le métaverse, il n'y aura aucune production d'énergie. Et aussi brûlant qu'ils puissent être, les fantasmes ne sont pas des passions vécues. Aussi crédibles qu'ils puissent paraître, le métaverse ne remplacera jamais la réalité. Par conséquent, il sera nécessaire de continuer à ponctionner l'énergie de l'homme pour animer le métaverse et ainsi, par exemple, construire des territoires métaverses, de l'immobilier métaverse. Mais l'immobilier métaverse sera toujours au maximum à l'immobilier ce que certains canards en plastique ont su être aux histoires sentimentales de femmes quelque peu délaissées ou un peu trop misanthropes. Il n'y a pas plus concret que l'architecture et pas plus nécessaire que l'immobilier. Le métaverse ne supplantera ni l'un ni l'autre. Au passage, je précise que s'il existe aujourd'hui une crise de l'énergie, c'est un autre sujet, on épiloguera dans une autre émission sur ce sujet, mais c'est principalement parce que la population mondiale n'a plus d'énergie. Aussi, je demande aujourd'hui, avec urgence et sentence, au prochain ou à la prochaine Premier ministre ou Première ministre de consacrer un segment du ministère de la Santé, du Logement, de la Cohésion des Territoires, de la Ville, quel que soit ce ministère, qui expertise pour chacune des avancées de ce pays la compatibilité de ces évolutions avec l'entretien physique de nos concitoyens. Il s'agit là d'un cas d'urgence. La politique et également urbaine que nous suivons depuis des années est suicidaire, tant sur le plan économique que physique. Vous en doutez ? Constatez l'état de santé de beaucoup d'entreprises et observez simultanément la dégradation précoce de grand nombre de femmes et d'hommes. Le diabète à 55 ans est devenu d'usage. Faire de la politique, c'est prendre soin d'une population. Faire de la politique urbaine, c'est aménager les lieux. C'est avant tout ménager, au sens grec du terme, c'est-à-dire prendre soin d'une population, prendre soin d'un peuple. Il faut que dans le prochain gouvernement soit créée une cellule de la compatibilité physique, dont l'action sera concrète. Cessons de courir à notre perte. Il serait parfaitement impossible d'habiter demain des espaces au sein desquels les ondes seraient omniprésentes, des lieux dans lesquels on ne voudra plus se mouvoir, dont l'air serait irrespirable et dont les terres ne pourraient plus être cultivées. Où va ce monde ? Demandez-le-moi, je vous répondrai, dans le mur, sans hésitation. Pas vers un autre monde, pas vers la fin d'un monde, vers la mort d'un paradigme existentiel. Celui dans lequel l'argent est roi et le corps est maître. Et croyez-moi, c'était très bien ainsi. Léon Bloy regrettait de s'être lassé de la matière, moi, j'en ai encore envie, de la matière, et de lire Léon Bloy. Lire Léon Bloy plutôt qu'entendre députés ordinaires et politiques en tout genre nous sermonner que l'irréel vaut mieux que le réel. En outre, ce qu'il faut prévoir est que le métaverse s'inscrira bien dans le monde réel, comme un système de gestion venant assister une civilisation devenue dépendante du numérique. Le métaverse permettra d'ailleurs dans un premier temps de sécuriser certaines crypto-monnaies, parce que la pérennité de celles-ci repose sur la fiabilité des partenariats qui sont déterminés, les alliances effectuées entre sociétés de crypto-monnaies et exploitants du métaverse, et permettront de matérialiser par l'informatique un schéma économique parfaitement virtuel. D'autre part, à celles et ceux qui s'inquiètent de la crédibilité d'un investissement dans le métaverse, dans l'immobilier métaverse, je peux déclarer que la valeur des parcelles virtuelles ne sera pas moins fiable que ce que peut l'être un investissement dans une assurance vie. Par exemple, un billet de banque en lui-même ne vaut rien. La valeur que les États et les banques du monde entier lui confèrent le revêt de tout son attrait. Il en sera ainsi pour les territoires métaverses, lorsque le marché sera officiellement défini et verrouillé, comme le furent précédemment Internet, le système monétaire, le marché de l'immobilier, la bourse. Comprenez également ici, mes chers concitoyens, mes chers amis, que l'économie est réelle, que la bourse l'est un peu moins, et que le métaverse l'est encore moins, ou ne l'est pas, mais est si crédible que l'on pourrait, le temps d'un instant, le temps d'une folie générationnelle, penser qu'il l'est. Merci Tom Benoît. Claire Pétetin, ma première question est pour vous. Depuis quand vous intéressez-vous au métaverse ? J'ai commencé à m'intéresser au métaverse. Alors c'est vrai qu'on n'appelait pas ça le métaverse évidemment à l'époque où ça a commencé, et c'est vrai que c'est intéressant d'entendre cette première présentation, parce que on était très loin de cette approche, enfin ce contexte économique du métaverse d'aujourd'hui.
comment dire les premières expérimentations dans le web 3D, ce qu'on appelait web 3D, c'était dans les années 90, un moment où finalement on avait accès à Internet, mais c'était pas encore un accès de masse en fait. C'est-à-dire que le problème de la démocratisation d'Internet était considéré pour les architectes comme un terrain de bataille pour justement montrer que il y avait un parallèle d'une certaine manière avec des questions politiques pour montrer qu'il fallait construire Internet, qu'il fallait construire ce monde en 3 dimensions et que c'était une opportunité pour les architectes finalement d'avoir la possibilité d'expérimenter des choses qu'on ne pouvait pas expérimenter dans la vie réelle en fait. Il y avait vraiment une séparation entre les deux mondes. Les deux mondes, c'est-à-dire que. Et d'où ça vient les métaverses, enfin cette architecture 3D virtuelle? L'architecture 3D, elle vient de la connexion entre le web et puis le début des jeux vidéo, avec la naissance des jeux à monde persistant et puis avec le développement de formats en fait en 3 dimensions qui était le VRML par exemple, c'est-à-dire qu'on pouvait faire des modèles en 3D et puis les exporter sur Internet. C'était vraiment le tout début. Alors ça vient de la cyberculture essentiellement. Ça vient, cette idée du métaverse vient de la pensée même cyberpunk, c'est-à-dire c'est l'époque aussi de cette libéralisation d'Internet, ce combat pour que l'accès à Internet soit libre. Donc ça vient aussi de toute la mouvance des hackers, des logiciels libres. Ce qui est très intéressant, c'est cette connexion en fait entre les mondes virtuels, les mondes 3D, les métaverses, et puis la liberté d'occuper et d'inventer des utopies urbaines, par exemple, donc d'inventer des sociétés complètement ouvertes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça croise aussi quelqu'un dont on entend pas mal parler. Enfin, on en a beaucoup entendu parler après, sans savoir vraiment quelle était l'origine de toutes ces pensées. C'est Hakim Bey, par exemple, avec Taz, qui vient vraiment de... Temporary Autonomous Zone, c'est ça, Autonomous Zone. Hein. Oui, exactement, qui a été employé même pour définir la contre-culture architecturale ou même beaucoup de notions aujourd'hui qui défendent la liberté d'occuper l'espace. Et ça vient quand même de la construction du cyberspace, en fait, ce qui était les premiers mondes virtuels avec ActiveWorld, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi le fait que l'intégration... Pardon ? Non, mais allez-y, finissez, que enchaîner. Je vais laisser aussi la parole à Pascal Simoès qui a alors, comme on ne se voit pas dans le studio, c'est vrai que c'est un peu difficile de se partager la parole. Pascal Simoens, si vous voulez l'expliquer, ce que c'est le métaverse, non pas un enfant de 5 ans qui peut-être sait mieux que nous ce que c'est, mais en tout cas une personne de 85 ans, comment décrirez-vous ce monde ? Alors, je pense qu'on doit travailler par analogie quand même pour l'ensemble des personnes puissent visualiser. Alors, je pense qu'il y a vraiment deux exemples assez simples parce que tout le monde a certainement vu ces 2 films là. Alors, il y a le film le plus connu qui est Ready Player One, où là on voit vraiment en fin de compte quelle peut être l'interaction entre le monde réel et le monde virtuel. Qui fait que quelque part ce sont des espaces poreux. Et Boris Baud avait très bien expliqué ces choses-là, où en fait ce sont 2 mondes qui sont en parallèle, mais avec des membranes poreuses entre elles, et qui fait qu'à un certain moment, notre vie réelle est touchée par la vie virtuelle et inversement. Et un autre film qui, moi, me paraît beaucoup plus intéressant en fin de compte pour les architectes sur la notion de conception, c'est Inception, où on a un monde gigogne avec plusieurs mondes virtuels, alors liés pas nécessairement au numérique, mais on pourrait très bien faire une transposition sur le numérique où chacun peut construire en fin de compte son monde à soi et qui rejoint en fin de compte dans cette logique-là un travail. Et c'est en tout cas à titre personnel, à partir de ce moment-là, que je me suis posé des questions sur la place de l'espace virtuel et réel et comment on pouvait le vivre. Et comment on peut le décrire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout les métaverses ?
Pardon ? Comment on pourrait décrire les métaverses à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est ? Le métaverse, c'est simplement un gros disque dur. Si on veut être dans l'espace réel, en fait, il n'y a pas de consistance à cet espace-là en tant que tel, sauf que et justement le travail de Louise Rull était vraiment très intéressant, c'est-à-dire l'internet, c'est un point plutôt que d'être en fait une sphère de réseau et tout se recentre sur ce point-là. Et dans ce contexte-là, pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est de se dire mais j'ouvre une porte et cette porte me permet de pouvoir accéder en fait au monde que j'ai envie de vivre, et avec un élément qui dans le vécu quotidien à mon avis sera certainement quelque chose à développer dans les réflexions qui viendront dans les années qui viennent, c'est qu'on sera peut-être dans un même espace mais on ne verra pas nécessairement le même espace. C'est-à-dire que le virtuel permet d'avoir un prisme de lecture qui est autocentré et individuel, même si on est dans un espace commun entre les différentes personnes. Il y a des gens qui aiment bien les bâtiments qui sont de couleur rouge, d'autres qui sont de couleur noire, grise, verte ou mauve, peu importe. On pourrait avoir le même bâtiment dans le métaverse au même endroit, mais néanmoins qui n'est pas perçu de la même manière en fonction de celui qui le regarde. Et donc ça pose pas mal de questions aussi à ce niveau-là. Claire Pétetin, qu'est-ce qui vous intéresse dans les métaverses ? Qu'est-ce qui vous a poussé en tout cas à ouvrir votre champ de réflexion sur ces mondes virtuels ? Peut-être l'aspect le plus intéressant pour moi, pour nous, enfin, on était une équipe, c'était plutôt d'aller au contact d'un public qu'on pouvait pas atteindre en tant qu'architecte, c'est-à-dire vraiment considérer que ces espaces de construction virtuelle, ils étaient accessibles évidemment moyennant d'avoir Internet. Bon, je parle quand même des années 2000, hein, on est dans 80-2000. Et donc ce qui était le plus intéressant, c'est vraiment quasiment de considérer que par le prisme de ces, je sais pas si on peut appeler ça des outils ou des médias, ces médias, on pouvait approcher aussi une dimension de l'architecture qui était vraiment une dimension de participation, de co-construction, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire avec des outils classiques de l'architecture. Donc à travers ces mondes virtuels, à travers le jeu, parce que on travaillait beaucoup sur la notion de jeu, on pouvait mettre en commun un langage qui était celui de l'architecture et permettre à permettre à une population qui n'avait pas accès à cette culture d'avoir la possibilité aussi de contester des projets. Nous, on s'inscrivait vraiment comme considérer que c'était plus un instrument presque politique. Mmh. Et d'ailleurs, on a travaillé essentiellement dans le cadre de reconstruction de rénovation de cités des années 60. Pascal Simonis, vous vouliez réagir par rapport à ça ? Oui, je voudrais appuyer sur une chose que Claire vient d'expliquer et qui me semble excessivement importante, justement pour comprendre en fin de compte ce futur du métaverse, qui est en fin de compte un espace parallèle, c'est qu'il y a une logique de co-construction. L'Internet aujourd'hui donne cette impression d'espace très individualisé. On fait ses propres recherches, on a sa propre sérendipité, mais globalement, et je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, on constate que si on commence à analyser les choses de manière un peu plus détaillée, et on se rend compte totalement en fait d'une co-construction, soit sur les réseaux sociaux où les gens en fait se rejoignent sur des thématiques avec lesquelles ils s'entendent. Alors certains parleront de complotisme, mais plus généralement dans la grande majorité, les gens arrivent en fin de compte à s'auto-construire. On a juste perdu un petit peu Pascal Simonis. Je pense qu'il y a une petite coupure d'internet, une rupture dans la métaverse. Voilà, on l'a retrouvé. Virtuel. On vous avait juste perdu un petit peu. C'est pas grave parce que ça me permet de vous montrer un exemple assez intéressant de l'architecture des métaverses. Enfin, montrer, si on peut dire ça comme ça. J'ai essayé de me promener sur Decentraland, l'un des univers, et en commençant ma visite, j'ai fait la rencontre d'une agence d'architecture spécialisée dans ce domaine. Ça s'appelle Metaverse Architects. Ils sont basés aux États-Unis, à Malte, et ils rassemblent différents profils. Alors, il y a des architectes, des designers, il y a aussi des agents immobiliers, des développeurs, des spécialistes en crypto-monnaie et en NFT. Et j'ai demandé à Michael, l'un des associés, quels étaient ses clients et comment il exerçait ce métier dans le monde virtuel.
On a des clients qui veulent répliquer leur magasin et peuvent vendre le vêtement dans le métaverse et en même temps les vendre physiquement. Donc au lieu d'utiliser Amazon ou eBay, ils vont dans un magasin virtuel et achètent des vêtements ou d'autres produits. Je vous donne l'exemple de la télévision. Tout le monde regarde le PSG à la télévision, ils regardent Paris contre Barcelone, ils ont des millions de téléspectateurs. Ça se passe à la télévision. Maintenant, le métaverse a une solution pour ça. Vous pouvez être en position d'acheter le club de Barcelone ou Paris sur un terrain virtuel, vous développez un stade virtuel, et qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez diffuser le match en direct, vous allez ressentir les sons du match, vous n'y serez pas, mais vous ressentirez toutes les émotions. Et au lieu de payer un abonnement à CNN ou une chaîne de télé, vous payez pour voir Paris-Barcelone en utilisant le métaverse. Donc ce n'est pas de l'argent, c'est une expérience. Les gens qui font ça vont gagner de l'argent. Même virtuellement, vous avez besoin de bons architectes. Plus un bâtiment est attractif, plus il va attirer les gens. On ne reproduit pas la vie réelle. Ce n'est pas une institution financière formelle, ce n'est pas une forme de bonheur, c'est juste une expérience qui transcende notre technologie actuelle vers la technologie de la télévision ou de la radio, etc. On n'est pas concerné par la gravité, mais on doit faire avec un certain nombre de règles imposées par la machine, par l'écosystème. Par exemple, sur Decentraland, vous ne pouvez pas construire comme bon vous semble. Vous devez posséder une quantité substantielle de terrain. Si vous avez une parcelle, vous pouvez construire 21 mètres carrés, la surface de mon studio. Si vous en avez deux, vous pouvez construire le double, etc. Ça marche comme ça. Il y a toujours un écosystème qui vous pousse à acheter plus pour construire plus et faire plus de business. C'est une des règles avec lesquelles nous travaillons. Architecturalement, comme vous le dites très bien, on n'est pas affecté par le climat. Je pense que les médias nous montrent comme voulant imiter la vie réelle. C'est impossible. Mais on ne peut pas l'imiter. On est juste là pour faire du système d'Internet actuel un système meilleur, plus vertueux et plus transparent pour chacun. Le code, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en architecture. On crée des jeux, des fonctions qu'on n'a pas dans la vie réelle. Par exemple, vous pouvez passer devant un bâtiment et voir de l'art NFT toujours animé. Ça, c'est un élément de code. On avait un client il y a quelques mois, il avait une parcelle. Ils ont développé une structure très cool pour une compagnie de jeux comme un casino. Donc ce qu'ils ont fait, c'est le construire. Ils ont payé pour ça, ils l'ont loué comme casino, et les casinos commençaient à avoir ses propres clients. Ça a créé un retour positif, et ils ont créé l'offre et la demande. C'était très intelligent. Ils savaient qu'il y avait des clients pour un casino. Ils l'ont construit, et le casino a commencé à créer des événements. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Le casino rayonne dans le monde entier, tout le monde va dans le casino, ils jouent ensemble, ils payent pour jouer au casino, et ainsi, ils constituent un écosystème. La direction dans laquelle va le monde, comme vous le mentionnez très bien, c'est le dérèglement du climat. La société est disruptive et ça va changer notre façon de vivre, maintenant jusqu'à notre mort. Quelle option offre les métaverses ? Si dans 20 ans, notre technologie a potentiellement les capacités de réduire notre production de manière substantielle, le climat aura une chance de récupérer. Je ne crois pas à toutes ces théories où les gens doivent arrêter de voyager, ça n'a pas de sens. La seule solution à laquelle je crois, c'est de réduire notre production par la technologie. Pour cela, la technologie que nous utilisons doit servir à simuler notre vie réelle. C'est la réalité. Donc oui, je crois que la montée des métaverses a quelque chose à voir avec le changement climatique. Les gens ne font pas encore la distinction, mais dans 20 ans, nous devons avoir conscience qu'à cause du changement climatique, nous devons rester à la maison. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir Coldplay en concert dans le métaverse ? Coldplay ? Alors, ok, c'est pas ça dans la vraie vie. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Rester bloqué dans votre chambre, regarder le plafond ? Ça n'a pas de sens. Donc les gens doivent penser
accès à de nouvelles technologies. Et je suis sûr que les métavers sont l'une d'elles. J'ai eu la chance de parler avec cet architecte qui a partagé cette expérience. C'était assez troublant parce que il a une vision assez quand même noire de l'avenir dans lequel nous vivons. Justement, Pascal Simoens, vous connaissez ces mondes Decentraland, Sandbox, Horizon World. Est-ce que vous avez déjà expérimenté cette architecture? Vaguement, je fais partie de la génération qui a dû se forcer à rentrer dans ces mondes-là. Mais oui, en effet, les Minecraft et consorts, j'ai testé. À titre personnel, en tout cas, je pense qu'il y aura toujours 2 mondes en parallèle, peut-être 3 ou 4 d'ailleurs, mais venir remplacer en fait un monde par un autre ne me paraît pas être la bonne perception en fait de l'évolution des choses. On a eu des exemples comme Second Life qui ont démarré au début des années 2000-2010. Où tout le monde s'imaginait, les banques avaient déjà aussi acheté des espaces pour pouvoir constituer leur prochaine agence. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on prend cet exemple des banques? En fin de compte, Second Life, plus personne n'en parle ou très très peu, mais en parallèle, en fin de compte, on voit une digitalisation complète des banques. Et donc, je pense qu'il y a justement cette perméabilité entre les 2 mondes qui fait qu'on n'est pas dans un monde ou dans un autre, mais bien à un certain moment, on va pouvoir se changer les idées dans un monde pour des raisons X ou Y, professionnelles ou de loisirs, et de l'autre côté, on sera toujours très 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 content d'aller voir un match de foot in real life, dans le vrai monde, parce que les expériences ne seront pas les mêmes, et nous sommes des animaux qui nécessitent des expériences avec leurs 5 sens, et qui sont encore aujourd'hui inscrits dans notre ADN. Claire Petétin, est-ce que vous croyez en cette architecture? Claire Petétin, est-ce que vous croyez en cette architecture qu'on a entendue juste à l'instant? Je considère qu'il y a des choses à expérimenter en tant qu'architecte, mais pas de cette manière. C'est-à-dire que c'est vrai que pas de cette manière. Moi, c'est vrai que ça me fait un peu peur aussi d'imaginer que les mondes virtuels, le métaverse devient plutôt un centre commercial extrêmement perfectionné et j'ai l'impression qu'on y regarde que l'aspect économique, l'achat de terrain, la spéculation. Et c'est vrai, un peu. J'aurais tendance à imaginer que pour les architectes, ce sera bien autre chose, et je suis pas sûre que les architectes sont intéressés par cette approche en fait de la culture architecturale de la construction. Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt d'imaginer que quand même il y a un problème avec la mobilité, c'est-à-dire que on a fait l'expérience du Covid, on a été enfermé chez soi, et on sait que il faut dans des moments où on est obligé d'être immobile, et peut-être la société va vers ça, trouver où on est obligé d'être immobile, oui, et trouver des espaces de continuité. Il n'y a pas de je suis d'accord sur le fait que c'est pas une séparation. Je pense que la séparation entre le monde réel et le monde virtuel, ça appartient aux années 90. On n'est plus du tout là-dedans. On a les personnes de ma génération ont vu leurs propres enfants jouer aux jeux vidéo. Ils savent très bien comment ça se passe. L'interaction avec le monde envahit les espaces domestiques, et on sait même plus à qui on s'adresse. Enfin, quand on s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à travers un écran, mais ça ouvre sur une multitude de mondes parallèles. Et finalement, on fait même plus la différence entre ce qui est la présence physique dans l'espace et la présence numérique. Donc, je pense que c'est toutes ces questions-là qu'il faut réfléchir. Et ce que je trouve, ce qui pour moi est important, c'est le corps. Hein. C'est vraiment de tout ce qui va être développé autour des interfaces corporelles, c'est-à-dire des systèmes haptiques qui permettront de sentir, de toucher, de se cogner. Pour l'instant, ce genre de monde, ne régit que 2 sens, c'est-à-dire la vue et l'ouïe. À la rigueur, le toucher avec le retour haptique, mais pas plus. On n'a pas les 5 sens, quoi. Mais c'est là où il y a des choses intéressantes à faire dans l'architecture. C'est vraiment à la fois dans l'aspect social de la co-construction, pouvoir partager une culture, travailler à plusieurs. Je pense que c'est plutôt on peut considérer que c'est plutôt des outils collaboratifs. Et puis de l'autre côté, la question de la sensorialité, qui est vraiment un domaine de développement très intéressant pour les architectes, c'est-à-dire jusqu'à où on peut aller, par exemple, sentir les choses, se servir
tout ce qui fait finalement le plaisir de l'espace. Ouais. Tom Benoît, vous savez, en tant que philosophe, comment vous voyez les choses, parce que c'est vrai que ces métaverses nous déstabilisent en tant qu'être humain. Alors, ce qu'il faut noter, selon moi, déjà, c'est que, pour rebondir sur ce qui était dit précédemment, c'est qu'il n'y a pas de distinction des mondes. Il n'y a qu'un seul monde. Et en ce sens, il n'y aura pas de transition numérique, il n'y aura pas de transition métaverse, il va y avoir une confrontation, comme on a vécu précédemment une confrontation avec l'industrie, par exemple. Mais lorsqu'il y a eu une industrialisation, on n'a pas basculé dans le monde de l'industrie, on n'a pas supplanté le monde réel. Donc, on reste dans le monde réel, il n'y a qu'un seul monde, quoi qu'il en soit, on est dépendant du corps, on est assujetti aux nécessité d'entretien du corps également, dans tous les sens du terme, du corps mental également, de la santé mentale qui dépend là aussi du corps et de la santé physique. Donc il n'y a pas de distinction de deux mondes. On va composer avec un petit peu plus de numérique, c'est ça tout simplement le métavers. C'est du numérique augmenté, c'est du numérique sans l'écran, c'est du numérique omniprésent, c'est de l'hologramme, c'est la présence d'un avatar, mais c'est une imitation du réel dans une industrie numérique, tout simplement. Mais c'est pas un autre monde. Mais justement, Pascal Simons, il y a quelque chose qui me paraît intéressant, c'est qu'on pourrait croire que, comme il n'y a pas de gravité, on pourrait voler, etc. Mais quand on rentre dans le métaverse, on met un casque, on a éventuellement des capteurs au niveau des mains, mais on est quand même en chair et en os, et on est posé sur le sol. Donc, pour reproduire nos mouvements, il faut quand même un sol virtuel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une limite, quelque part, dans l'invention et l'imaginaire d'une architecture du métaverse ? Le jour où on aura des systèmes miniaturisés ou autres, je pense qu'on pourra véritablement se déplacer quasiment à l'envie. Alors, de fait, il faudra toujours marcher, ou en tout cas avoir cette impression de marcher. Pour avoir testé quelques casques virtuels, l'immersion est quand même excessivement rapide, même si vous ne bougez pas particulièrement, surtout dans les jeux, entre autres, où après 5 minutes, votre cerveau a switché et se resitue dans une situation comme s'il avait l'impression de marcher, qui peut amener parfois des situations un peu ubuesques, où on a peur de se reprendre un mur et on a une réaction un peu instantanée à se dire attention. Et donc ça, c'est du vécu, hein, dans ce genre de système. Après, il y a d'autres éléments comme la réalité augmentée. On parlait des hologrammes, mais on sait bien qu'en architecture maintenant, on peut venir positionner un bâtiment dans le monde réel alors qu'il est juste une maquette numérique. Et donc, c'est cette porosité qui est excessivement importante. C'est qu'à un certain moment, notre éducation, notre cerveau, les jeunes générations déjà pensent totalement différemment dans l'usage du numérique que les plus anciens, dirons-nous. Et ça continuera de cette manière-là, et ils seront habitués par d'autres systèmes, et leur cerveau va s'adapter un peu plus lentement probablement, mais néanmoins, je veux dire, au niveau de leur sens, vont s'adapter en fin de compte à ces nouvelles technologies, et donc vont compenser peut-être cette notion de se déplacer. Je m'en fais vraiment pas sur la limite en fait technologique. La question est plutôt la limite philosophique, la limite sociale et d'autres aspects tels que cela. Il y a un élément que je voudrais compléter, parce qu'on parle beaucoup en fait d'une approche qui est dans le sens du monde réel vers le monde numérique, mais n'oublions pas l'impact que le monde numérique pourrait avoir dans le monde réel. Mais ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Je voudrais laisser la parole à David Trottin pour sa chronique. Effectivement, on enfile son Oculus Rift avec envie. Oui, moi ma première rencontre avec les métavers, ça remonte à une quinzaine d'années, et avec l'apparition des jeux massivement multijoueurs. C'était Second Life, et c'était une autre opération qui avait lancé Canal+, qui s'appelait Deuxième Monde, qui était une vision double de Paris. La vie numérique est entre le jeu vidéo et le réseau social. C'est un parallèle entre la vraie vie, et ça semblait le destin naturel d'une société qui voulait passer au numérique en suivant le flux alors un peu poussif des modems. La spatialisation architecturale pouvait apparaître comme l'ultime interface des usages numériques. Mais c'est à rester un point de vue d'architecte, parce qu'en fait cette deuxième vie, elle lorgnait d'abord vers le cul, parce que Internet il y a une quinzaine d'années, c'était quand même massivement orienté vers le cul, et puis le commerce, donc des lieux de date virtuels pour le premier, des boutiques virtuelles pour le second. Et surtout une notion qui apparaissait, qui était l'avatar. Là, on fabriquait une nouvelle identité numérique, on pouvait renaître, changer, s'améliorer. C'était une véritable révolution sociale. Et le truc fascinant était alors que les concepteurs avaient ouvert la création de représentations spatiales. On pouvait, grâce à des outils de modélisation, fabriquer des espaces pour accueillir les avatars.
Et soit dans Second Life, on achetait une terre pour construire, on s'établissait dans la durée, soit on allait donc bac à sable, le fameux sandbox, qui est un mot maintenant qui est largement repris, pour réaliser des constructions précaires qui disparaissaient dès que l'on se déconnectait. En base, ça fabriquait des villes de western très kitsch, des ambiances de jeux vidéo bas de gamme qui étaient ceux un peu de l'époque. Justement, Claire Pétetin et avec Claire à l'époque, on a eu l'occasion de faire travailler des étudiants architectes à l'école de Versailles sur cette vraie fausse vie. Le moteur de modélisation permettait une certaine liberté, et si l'on considère cette réalité comme un contexte, on obtenait un territoire de projet fascinant qui interrogeait à ce moment-là les 3 piliers fondamentaux de notre art d'architecte. Le premier, c'était l'architecture sert à se mettre à l'abri. Bon, je fais une petite digression là pour vous encourager à lire l'excellent livre de Philippe Ram, Histoire naturelle de l'architecture, où cette notion est très bien expliquée. Donc se mettre à l'abri, et c'est de se mettre à l'abri du climat et des autres êtres vivants qui sont supposément prédateurs. Mais donc on en a un petit peu parlé. Qu'est-ce que le climat dans un monde numérique ? Qu'est-ce que se protéger d'autrui ? Le toit, le mur, la fenêtre n'ont plus de rôle physique. Ces éléments doivent-ils garder un rôle symbolique ? C'est quoi l'intimité pour un avatar ? Au sec et en sécurité, tout devient-il qu'architecture d'intérieur ? Le second pilier inéluctable de notre métier est et reste la pesanteur, qui nous oblige à demander à la matière de tenir debout. Imaginer un espace sans cette contrainte ouvre des possibilités. Mais la matière sans son poids n'est plus la matière. Le bois vaut le papier ou la pierre. On plonge ici dans un abîme réflexif. La matière devient-elle une forme de la lumière ? La possibilité de coder les surfaces les rend évolutives, émotionnelles, sensibles, interactives ? Troisième pilier, peut-être le plus intéressant, la continuité des lieux. Dans la vraie vie, quand j'ouvre une porte pour rentrer dans une pièce, immanquablement, il faut qu'il y ait une pièce derrière la porte. Ce que je regarde par la fenêtre est vraiment derrière la fenêtre. Le cinéma, depuis longtemps, c'est largement détendu sur ce sujet. La porte et la fenêtre étant l'opportunité d'une coupure de montage permettant d'avoir une porte à Paris et d'être ensuite dans un décor à la Cinecittà ou à Saint-Denis. C'est cette logique qu'il faut garder dans le virtuel. Les passages sont comme des liens hypertextes, projetant le lieu non plus dans une continuité d'espace, mais dans un enchaînement de liens. Voilà, plus de questions que de réponses. Mais les territoires sauvages de la création sont toujours passionnants. Après les années d'abandon, le métavers revient, poussé par Facebook et Zuckerberg. Est-ce un nouvel Eldorado créatif ou un lieu de spéculation blockchain ? Certainement les deux. Pour en revenir au cinéma, qui a souvent un temps fictionnel d'avance, le métavers ne vend pas que du rêve. De Matrix à Ready Player One, dont on a parlé, le monde virtuel advient quand le monde réel n'est plus vivable. On enfile son Oculus Rift avec envie quand le monde réel est devenu bien pourri. Merci David Trottin. Alors ma question c'est pour Pascal Simoens. Une architecture qui ne sert pas à mettre à l'abri, est-ce que c'est vraiment de l'architecture, comme disait David ? Alors la question, c'est de quel abri on parle. Si c'est un abri psychologique ou un abri physique, on dira qu'un être humain a besoin des deux. Je pense très sincèrement qu'il y a des gens qui ont besoin de plus d'abris psychologiques que d'abris physiques, en tout cas dans leur priorité. Un travail avec une étudiante assez récemment, future diplômée architecte, me signalait en fait sa crainte justement de l'impact en fin de compte du virtuel sur le réel, dans la question où en fin de compte est-ce qu'on aurait encore besoin d'avoir de beaux bâtiments pour pouvoir en fait vivre confortablement. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de châteaux pour se sentir bien, mais par contre ont besoin de se trouver dans des espaces à leur échelle et qu'ils pourront retrouver en fin de compte dans le métavers. Donc, c'est de nouveau c'est ce lien entre les différents espaces peut amener en fin de compte des prises de position de chaque personne ou de groupe de personnes par rapport en fait à l'architecture réelle, qui devient secondaire par rapport à ce qui est vécu dans d'autres mondes en parallèle et avec d'autres communautés. Donc, c'est pas une secte qui va se retrouver dans le fond de la campagne tout seul, loin de là. Et Claire Pétetin, est-ce qu'il y a Claire Pétetin, est-ce qu'il y a une frontière nette, selon vous, entre le monde virtuel des métaverses et le monde réel ? Je crois pas qu'il y ait de frontières nettes, et je pense que la génération des joueurs de jeux vidéo ne se pose même plus, enfin je dis la génération parce que j'en fais pas partie, hein, mais ne se pose même plus ces questions-là. En fait, d'ailleurs, quand on parle de séparation, je pense que c'est un peu obsolète ces questions-là. Ce qui est important,
c'est d'essayer de comprendre comment s'interconnecte l'espace physique et puis sa prolongation. Moi, je pense que c'est plutôt une augmentation. C'est l'espace augmenté. Enfin, on parlait à un moment donné des espaces augmentés. Enfin, c'est une autre qualification. C'est-à-dire que peut considérer que l'architecture peut être agrémentée aussi de nouvelles formes qui seraient sous cet aspect numérique ou virtuel. Je suis pas sûre qu'il y ait des séparations. Par contre, ce qui est important, c'est la place du corps. C'est-à-dire que imaginez on soit obligé de vivre dans de plus en plus petits ou de plus en plus moches ou dans des espaces où il y a plus de fenêtres. Enfin, j'essaye de faire une caricature, mais que finalement c'est pas très grave parce qu'on a accès à des formes d'espace beaucoup plus qualificatifs par le prisme du numérique et du virtuel. Ça, je trouve que je pense que c'est très grave. C'est-à-dire que, là, on est un peu dans le Ready Player One, c'est-à-dire le dimension où, et comme ce que décrivait aussi l'architecte Michael qu'on vient d'entendre, on serait dans un monde où le climat est complètement déréglé, il y a des pénuries partout, c'est une crise économique, mais les gens se réfugient dans ce métaverse et même s'ils vivent effectivement dans le noir, Claire Petetin. Oui, oui, mais alors là, on aborde une dimension qui est une dimension éthique, c'est-à-dire que finalement, le luxe, ça va être de se rapprocher de la nature, d'avoir des grands espaces. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au château, hein, mais d'avoir une qualité spatiale en lien avec les éléments naturels. Et puis, finalement, ceux qui vont un peu rester sur la touche, c'est peut-être ceux qui n'auront pas accès à cette qualité de vie et qui vont se retrouver finalement à avoir une sorte de possibilité virtuelle au détriment de possibilités physiques. Il y a déjà... arrive à des fondements éthiques. Il y a déjà ça qui existe dans un micro-monde qui s'appelle les croisières, le monde des croisières. Dans le monde des croisières, dans ces énormes paquebots à plusieurs couches, vous avez ceux qui ont droit avec le balcon qui a vue sur la mer. Et puis, il y a des chambres de seconde ou de troisième catégorie qui sont des chambres à l'intérieur du volume qui ont comme standard le virtual balcony. C'est-à-dire que vous avez la chambre avec un grand écran au fond et la chambre diffuse une vue de la mer ou du déjà un début de métaverse, quoi. Oui, je pense que déjà on est dans un début de métaverse. Dans ces débuts de métaverse, on voit déjà beaucoup d'expériences, vous savez, des expositions ou des événements qu'on dit immersifs. Ça se multiplie partout, tout le monde doit avoir son expérience immersive. Quelque part, on est un peu dans le début des métaverses. Pascal Simoens ? Mais certainement, mais ce qui est intéressant dans ces conditions-là, c'est que on se rend compte que ce sont souvent les artistes qui s'approprient en premier lieu ces nouveaux espaces et autres. Donc quelque part, c'est un indicateur, je pense, c'est un indicateur culturel par rapport au fait que c'est pas une mode, c'est juste que la technologie permet de faire de nouvelles expériences en la matière. Et donc dans ce contexte-là, on se dit que les architectes, il est grand temps de commencer à réfléchir à ces questions-là, parce qu'on parlait justement de ces petits espaces sans fenêtres ou autres. Je pense que si les architectes ne s'approprient pas cette question-là du métaverse et de ses conséquences en fait dans la vie réelle et de cette porosité entre les espaces, d'autres le feront à leur place s'ils considèrent que que les mondes sont toujours en parallèle. Et donc, peut-être qu'on devra vivre dans des logements un petit peu plus petits, mais j'ose espérer qu'on ne vivra pas dans les caravanes superposées de Ready Player One. Et Claire Petetin, comment vous voyez comment cette architecture du métaverse nourrit notre réflexion d'architecte réel? Est-ce que vous croyez que l'un et l'autre peuvent se nourrir, et est-ce qu'on peut en tirer une forme d'enseignement? Je pense que, j'ai l'impression que, en tout cas, ce qu'il en est aujourd'hui des réflexions sur le métaverse, c'est plutôt justement un retour de l'expérience de ces mondes-là ou de ce monde-là, ou vers l'élaboration de notre propre monde. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde, enfin, on parlait de l'expérience de Minecraft, c'est vrai que ça a marqué toute une génération et ça crée d'une certaine manière un rapprochement entre la société civile et l'architecture. C'est-à-dire que
crois plus à l'idée du sandbox, c'est-à-dire un espace qu'on expérimente d'abord où on expérimente l'architecture de manière un peu abstraite, avec des formes très innovantes, et puis comment, d'une certaine manière, on peut construire de manière plus démocratique l'espace dans lequel on vit notre vie sociale, en fait. Pascal Simoens. Oui. Mais je compléterais aussi sur le fait qu'il y a cette question d'une architecture plus versatile. À partir du moment où on est dans un monde virtuel, en fin de compte, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir des bâtiments qui changent de couleur en fonction du jour et de l'envie de la personne. Plus concrètement, dans le monde réel, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué, hein, mais on voit certaines architectures, entre autres un studio qui est en train de construire un immeuble à appartements à Munich, où cette architecture versatile, alors c'est pas une architecture sur roue qui va bouger ou autre, hein, pas ces utopies des années 70, mais où le paramétrique et le BIM amènent à pouvoir faire des appartements qui sont de 2 chambres, puis ensuite deviennent des plus grands livings, et puis parce qu'il y a moins de chambres, parce que les enfants sont partis aux études, et font que ces choses que de nombreux architectes essayent de mettre en œuvre depuis des décennies, c'est pas nouveau, mais on est peut-être à une conjonction aujourd'hui avec les outils numériques mis à disposition où on a la capacité de le faire avec des budgets plus raisonnables, mais qui permettent aussi, en fin de compte, comme on le voit dans l'usage qu'on fait des espaces numériques, c'est une forme de versatilité beaucoup plus et flexibilité en fin de compte du logement en tant que tel, quitte à un certain moment se dire ça devient un logement pour une personne tiers qui vient de l'extérieur, mais en fait les cloisons sont beaucoup plus déplaçables et d'autres éléments tels que ceux-là. Comme je le dis, il y a des tests qui sont en cours avec des blocs d'appartements, donc 90-100 appartements, où à Munich, on se dit on va essayer de tester cette logique-là pour faire en sorte que tout au long de la vie, on n'a pas le même appartement. Pour autant qu'on reste dans le même appartement, évidemment. Alors, c'est vrai que le temps passe vite et l'émission touche quasiment à sa fin. C'est pour ça que je voudrais laisser la parole à Dominique Boré, présidente d'honneur de la Maison de l'Architecture, pour l'agenda et les événements du mois. Alors, après le métaverse, l'agenda de juin vous propose des expériences bien réelles qui s'appuient sur une lecture sur la sobriété numérique, une découverte photographique de 3 artistes et, si le réel vous attire encore plus, d'y mettre la main à la pâte ou plutôt dans la terre crue. Alors, le guide, il s'appelle En route vers la sobriété numérique. Il est édité et il a été conçu et édité par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et celui-ci met en garde sur les effets indésirables de l'usage croissant d'équipements numériques en nous indiquant les bons gestes à adopter pour leur entretien, leur renouvellement et leur surconnexion. À ce propos, je ne résiste pas à rappeler qu'il est fortement recommandé de télécharger des vidéos plutôt que de les regarder en streaming et je ne résiste pas non plus à énumérer quelques chiffres issus des travaux de Shift Project. Près de 48 milliards d'objets numériques fonctionnent en 2025, soit plus de 5000% en 15 ans. Plus de 1 milliard de smartphones ont été vendus dans le monde en 2019. 10 à 12 milliards de mails sont échangés en 1 heure dans le monde, hors spam. Sachant qu'un mail avec une pièce jointe consomme 35 grammes de CO2, 100 pièces jointes 4 grammes, un tweet 0,02 grammes et enfin une requête Internet 6,65 grammes, ce qui explique que 13% de la consommation électrique française est liée aux services numériques. Bon, moi j'avoue que j'ai été surprise de découvrir ces chiffres. Et on parle pas du bilan carbone du métaverse du coup. Non. Oh ben non, là je suis sortie. Non, mais à un moment donné, il faut sortir du métaverse. Donc, ce guide est téléchargeable sur le site de l'ADEME et n'oubliez pas de l'imprimer, de le lire en période d'inactivité informatique plutôt que devant l'écran. En effet, si la lecture à l'écran d'un document dépasse les 3 minutes 24 secondes,
qui correspond à un document de 4 pages. L'impression est plus sobre que la lecture sur écran, même en comptabilisant le taux de CO2 émis par l'ordinateur, l'imprimante, la fabrication du papier, le transport, etc. Mais alors, vous m'objecterez que l'on transgresse ici la loi du zéro papier. Je sais, j'en perds mon latin, ou plutôt ma grammaire de la sobriété, que celle-ci soit heureuse ou pas. Toujours dans le réel, à la galerie Vue, qui est située au 58 rue Saint-Lazare dans le 9e arrondissement, présente les photographies d'Aline Diepois et Thomas Guizolme, Pablo Guidali et Daniela Roman dans une exposition intitulée « L'art et la matière ». Cette exposition regroupe 3 récits, celui d'Aline Diepois et Thomas Guizolme, qui se déroule au cœur des Vosges, alors qu'ils accompagnent une amie aux obsèques de son père. Ils vont investir la maison du défunt, qu'ils n'ont jamais rencontré, et à travers ces différents lieux devenus déserts, mais encore imprégnés de sa présence, relater une forme de portrait en creux, tout en pudeur et en délicatesse. C'est très très beau et très poignant. Celui de Pablo Guidali, qui saisit des silhouettes furtives, qui trace des sillages sans destination, comme de fragiles apparitions dont on pourrait douter un instant qu'elles aient bien existé, tant elles paraissent déjà s'évader dans le hors-champ. Là, une mariée, ici un chien sombre, comme un mauvais augure, un enfant pressé qui s'enfuit. Parmi ces images, une fillette, pieds fermement plantés au sol, bouche grande ouverte dans un cri silencieux. La matière est là dans le corps et le mouvement. Enfin, celui de Daniela Roman en Ardèche, dans une cimenterie du groupe multinational Lafarge. Il y flotte une vision des temps anciens de la ville du Teil, faite de poussière, de fumée et du familistère qui abritait les familles d'ouvriers qui travaillaient pour l'usine. À la recherche du passé, la technique de la photogravure, puis la matière du ciment et du métal ont été employées à la suite du tremblement de terre le plus fort en France depuis 50 ans. C'est aussi très saisissant. Pour mémoire, la galerie Vue a été créée en 1998 par l'architecte Xavier Soule, galerie qu'il dirige toujours, à signaler. L'architecture mène à la photographie et à bien d'autres arts. Dans la terre, toujours dans le réel et encore plus dans le réel, depuis le 11 juin jusqu'au 30 août 2022, des stages citoyens de chantier participatif de terre crue sont organisés dans le cadre de la construction de l'école Jean Mermoz par la ville de Rosny-sous-Bois. Ces chantiers sont ouverts à tous et ils sont l'occasion de découvrir et partager autour des richesses culturelles de la terre crue et de se former à ces techniques constructives. Les participants fabriquent ensemble les 4000 briques nécessaires à la construction écologique d'un abri de rangement de jeux pour la cour de l'école maternelle. Des professionnels spécialisés de la construction écologique ou de la terre crue viennent transmettre leur savoir. Ils assurent pour chaque stage une formation théorique d'une demi-journée sur les 2 jours d'accompagnement pratique. Tous les renseignements seront sur notre page Facebook. Et, excusez-moi Olivier, c'est un peu long mon agenda aujourd'hui. Et n'oubliez pas 2 festivals en juillet. La 9e édition de Raccord, qui est née à l'initiative des éditeurs associés et organisée en partenariat avec une quinzaine d'éditeurs indépendants. Et chaque année, une fête du livre consacrée au cadre de vie, de l'urbanisme et de l'architecture, tout en y mêlant des lectures randonnées, des mises en musique, des conversations philosophiques, des expositions. Ce festival est accueilli du 1er au 3 juillet par la Maison de l'Architecture en Île-de-France, dans le 10e, à côté de la gare de l'Est. Et en septembre, parce qu'il faut bien déjà penser à la rentrée, le festival de la ville sauvage à Marseille par l'association Va jouer dehors qui se déroulera du 15 au 17 septembre 2022. Son objectif, montrer que l'architecture est d'abord et avant tout une rencontre et non la juxtaposition d'objets inertes associés les uns aux autres. Et que Marseille en est bien à l'archétype, elle qui est à la croisée de chemin entre une ville standardisée et un héritage de strates historiques uniques grâce auquel la ville préserve son identité. C'est pourquoi les 3 jours du festival sont placés sous le signe de la ville insolente, créative et résistante et de la parole foisonnante, celle de l'architecte, de l'aménageur, de l'élu, en passant par l'étudiant et l'habitant. Et tout cela autour d'un banquet, de débats et d'expositions. Merci Dominique Boré. Donc tous rendez-vous en septembre à Marseille pour ce festival de la ville sauvage qui a l'air
très intéressant. Un petit mot de la fin à nos invités, Claire Pétetin, Pascal Simoens. Un petit mot pour conclure par rapport à votre message d'avenir sur les métaverses. Faut-il y aller? Faut-il ne pas y aller? Faut-il prendre ses précautions? Comment vous voyez, Pascal Simoens, par exemple? Je dirais simplement que la meilleure chose qu'il y a à faire, c'est de se dire on y va et puis on va explorer. Je pense que quand on est dans le monde de la construction, l'objectif c'est toujours de construire demain et pas de réfléchir au passé, même si parfois il faut le sauvegarder. Et donc cette analogie au monde réel me paraît judicieux aujourd'hui, où on doit à la fois sauvegarder le monde qu'on connaît aujourd'hui comme le patrimoine, parce qu'il fait sens, mais aussi regarder demain et l'avenir et se dire que ça nous offrira de nouvelles expériences. Tout simplement. Claire Pétetin, pourquoi y aller? Alors il faut. Là, je me place du côté du métier de l'architecture, de l'architecte. Il faut y aller parce que, enfin, peu importe s'il y a danger ou pas. S'il y a une possibilité d'explorer de nouvelles formes d'expression dans l'architecture ou d'expérimentation, comme font les artistes. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement que c'est encore un endroit où existe la multidisciplinarité, où les architectes peuvent travailler, se confronter, collaborer avec d'autres mondes de la création. J'imagine des artistes, des designers, enfin, tout ce qui touche à l'innovation dans le domaine de la création est bon à prendre. Merci. Alors, est-ce que les métaverses et les nouvelles Eldorado de l'architecture, c'est encore en débat? Même si ça ressemble plutôt à un Far West pour l'instant. Mais on peut tout de même conclure que l'architecture des métaverses est une belle source d'inspiration pour notre cadreuse de vie. Deux mondes qui ne sont pas finalement très séparés. Malgré ces travers, on se réserve peut-être l'espoir que ces lieux de vie virtuels pourraient créer d'autres formes de liens qui seraient impossibles à faire dans le monde réel. Donc, il nous aide à créer même une architecture plus versatile, comme disait Pascal Simoens. Donc, on se donne rendez-vous dans 20 ans pour en reparler. Enfin, merci donc à Claire Pétetin, merci à Pascal Simoens, qui étaient d'ailleurs tous les deux dans le métaverse avec ses travers de temps en temps, de nous avoir éclairé sur ces nouvelles architectures. Merci à Tom Benoît pour cette invitation à réfléchir sur ce nouveau monde. Et merci bien sûr à David Trottin, à Dominique Boré, que nous retrouvons le mois prochain, non pas dans 20 ans. Merci Baptiste à la technique, merci à Guillaume Loiseau et Eric France pour cette parole accordée. En tout cas, nous on se voit le mois prochain, en juillet, et cette fois c'est pour parler des architectures pour voyager. Ça sera bien d'époque pour ces vacances scolaires. Et en ces temps d'élection, je vous invite à réécouter l'émission d'avril. Élections, vote et territoire sont-ils liés? C'est sur la page de Prisme sur Bâti Radio que vous pouvez retrouver sur batiradio.com. Vous pouvez aussi nous écrire à prisme.batiradio@gmail.com et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite. Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.